Du jamais vu depuis les obsèques de Winston Churchill, le cortège funéraire de la reine-mère traverse le centre de Londres, entouré par la famille royale et plus de 200 000 Britanniques. Opération coup de poing des douaniers qui ont bloqué un Eurostar ce matin. Différentes actions pour faire pression sur les pouvoirs publics. Ils réclament l'ouverture de négociations sur leurs salaires. À Bethléem, l'évacuation de ressortissants français et italiens, notamment entrés volontairement la semaine dernière comme boucliers humains. En route vers le Grand Chelem, c'est bien l'espoir des tricolores qui affronteront demain l'Irlande au Stade de France. À leur côté, bien sûr, leur entraîneur Bernard Laporte, encensé par ses joueurs qui apprécient ses méthodes. Madame, Monsieur, bonsoir. La famille royale britannique rend hommage à la reine-mère, dont le cercueil orné de sa propre couronne a traversé le centre historique de Londres. Un cortège funéraire suivi par le duc d'Édimbourg, les petits-enfants et les arrière-petits-fils de Queen Mum, aux côtés des princes William et Harry, des milliers d'Anglais pour saluer une dernière fois la reine-mère. Au total, quelques 200 000 Britanniques qui se sont recueillis avant les obsèques nationales qui se dérouleront mardi prochain. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Un hommage digne d'une reine, comme savent si bien le faire les Britanniques. Il est 11h30 à Londres ce matin quand le cercueil de la reine-mère posé sur un affût d'artillerie tiré par 6 chevaux quitte le palais Saint-James. 30 minutes de procession jusqu'à Westminster. Et pour l'accompagner, au son des canons qui retentissent toutes les minutes, 3000 militaires, anglais, écossais, gallois, mais aussi canadiens, australiens, sud-africains. Sur le cercueil, sa couronne qu'elle n'a portée qu'une fois et un bouquet de fleurs blanches de sa fille, la reine Elisabeth. Au premier rang de la procession, le prince Charles, que l'on verra pleurer pour la première fois en public. Puis William et Harry, qui accompagnent le cercueil de leur arrière-grand-mère avec la même dignité qu'il y a 5 ans, quand ils suivaient celui de leur mère, la princesse Diana. Dans la foule très importante qui depuis l'aube se presse sur le trajet, beaucoup de cheveux blancs, mais aussi beaucoup de jeunes et de familles. L'ambiance n'est pas triste, plutôt recueillie. On est loin de l'émotion suscitée par le décès de la princesse de Galles, affaire de génération certainement. C'est une journée historique. Je n'ai jamais vu la famille royale d'aussi près. Pour moi, c'est à la fois triste et intéressant. Cela va être la fin d'une époque. Je pense que la monarchie britannique va certainement changer. Un peu avant midi, le cercueil a été déposé dans le grand hall de Westminster, où l'attendaient la reine et tout le gouvernement du Royaume-Uni. Depuis le début de cet après-midi, des milliers de Londoniens, de Britanniques ou de simples touristes sont venus rendre un dernier hommage à la reine-mère. 4 heures d'attente minimum pour pénétrer dans le hall de Westminster, et il va en être de même pendant 3 jours, jusqu'à mardi prochain, 9 avril, date des funérailles à proprement parler. De l'autre côté de la Manche, à la sortie du tunnel, coup d'éclat des douaniers qui ont bloqué un Eurostar. Ils multiplient leurs opérations de protestation, un mouvement qui ne fait que s'amplifier, mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il se décide à ouvrir des négociations salariales. Céline Crispier. Feu sur les voies, enchaînement sur les rails, les douaniers souhaitaient se faire entendre ce matin à Calais. Vite délogés par les CRS, ils ont tout de même retardé pendant plus d'1 heure le passage d'un Eurostar. Ambiance plus tendue sur le port de Calais où les grévistes ont tenté d'empêcher l'embarquement de camions sur les ferries. C'est pas la force qui sera la réponse à nos revendications légitimes. Ça, vous pouvez le dire à votre commissaire, vous pouvez le dire à votre préfet, à votre ministre. Engagés le 15 mars, leur mouvement est selon eux peu entendu par leur ministre Laurent Fabius. On n'est absolument pas écoutés, il ne veut même pas nous recevoir, donc c'est un véritable mépris. Nous sommes les oubliés du ministère de M. Fabius. À Calais comme à Bordeaux, ils voulaient mettre en avant leur rôle de surveillance, car sur 19 500 douaniers, 9 000 effectuent des contrôles et participent au plan Vigipirate. Alors aujourd'hui, ils réclament la même prime de risque que leurs collègues gendarmes ou policiers et une meilleure prise en compte de leur point retraite.
Les douaniers qui sont aujourd'hui sur les contrôles routiers sont tous les jours forcés par des passages en force, par des gens qui ne s'arrêtent plus aux injonctions. Mais cet après-midi, plus personne ne passait au terminal de ferry de Saint-Malo ou ici, au poste frontière franco-espagnole du Perthus. Une journée d'action avec un premier résultat. Une délégation sera reçue la semaine prochaine au ministère de l'économie. José Bové ira-t-il en prison? Il rencontrait aujourd'hui le juge d'application des peines qui lui propose d'aménager sa condamnation pour le saccage du McDonald's en 1999. Mais le leader de la Confédération paysanne se déclare pour le tout ou rien, liberté ou incarcération. Réponse très certainement après les élections. À Toulouse, la catastrophe de l'usine AZF continue d'avoir des répercussions sur la situation de certains salariés qui ne sont toujours pas recensés comme personnel sinistré. Ils seraient des centaines à vivre aujourd'hui dans la précarité ou le chômage, plus de 6 mois après l'explosion. Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Oh, mon Dieu! Avant, Aquila travaillait ici. Ah, c'est là mon bureau. Oh, mon Dieu! Quand elle y revient, elle craque. J'ai beaucoup de mal. L'explosion qui a tout dévasté lui a coûté son emploi. Qu'est-ce qui reste? Une dizaine de personnes œuvraient dans ce foyer. Après la catastrophe, il y a eu le chômage technique, puis on leur a dit merci. On est suivi de partout. Notre travail a été détruit par l'explosion. On nous licencie et on se retrouve du jour au lendemain sans plus rien. De nombreux Toulousains licenciés pour motifs économiques subissent les effets indirects de l'explosion d'AZF. Inscrits au chômage, ils sont traités comme tout le monde. Soumis à des carences, ils n'ont pas touché un sou depuis 3 mois. Il a fallu faire attention aux finances. On a vécu sur les 5 000 francs de ma femme. On se retrouve dans le droit commun des personnes qui ont perdu leur emploi du fait de cette catastrophe. On aurait pu là aussi attendre des mesures exceptionnelles. Que ces personnes n'aient pas le moindre mois sans revenu. Ben non. Jacques Ribis a gardé ses salariés, mais au prix de quel sacrifice? Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que les salariés m'ont dit, à la Noël, nos enfants, ils n'ont pas eu le cadeau de Noël, on n'avait pas les finances. C'est vrai que je ne les avais pas payés. Mais je suppose que le directeur de Total Elfina, le directeur, eux, ils ont eu un Noël, les enfants ont eu un Noël. Mais ça, personne ne va le payer. Ça ne fait pas partie d'un sinistre. Le garage fonctionne encore au ralenti, les mécaniciens ne se plaignent pas. Pourtant, eux aussi paient les suites de la catastrophe. Les assises du Gers ont condamné hier soir Kamel Ben Salah à la peine maximum, perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour les meurtres de 4 touristes néerlandais dans leur maison de Montfort. Ben Salah qui proteste de son innocence et va faire appel de ce jugement. À Nantes, la nuit dernière, un homme qui était placé en garde à vue pour tentative de meurtre a réussi à s'évader de la gendarmerie. Il était pourtant menotté à un anneau scellé dans le mur. On ignore comment il a réussi à se faire la belle. Quelques jours après la tentative d'incendie de la synagogue de Montpellier, 3 hommes vont être écroués après être passés aux aveux. Apparemment, il s'agirait d'un acte isolé. Véronique Gaglione et Françoise Mazou. Il y a moins de 48 heures, ils buvaient des bières entre copains. Sans même imaginer, c'est ce qu'ils affirment, qu'ils s'attaqueraient à une synagogue. Et les voilà mis en examen pour dégradation volontaire de biens par incendie. Pas un acte de terrorisme, donc plutôt de délinquance. Je pense que ce sont 3 individus, dont je vous dis que 2 étaient bien connus et des services de la police et aussi de la justice, qui, dans une nuit où ils ont sans doute un peu trop consommé, ont voulu donner ce qu'ils pensaient être un sens à leur désœuvrement. Ils ont grandi tous les 3 dans de petites communes de l'arrière-pays. Ce sont des jeunes de l'immigration, mais pas des islamistes, pas même des pratiquants. Ici, l'un d'eux était plutôt connu pour des faits de violence et de vol. Est-ce que c'était quelqu'un qui était repéré comme antisémite, faisant des actes très... Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Alors bien sûr, ils avaient bu. Ils ne savaient pas trop comment finir leur soirée. Ils ont parlé des événements en territoire palestinien et puis ils ont voulu faire quelque chose eux aussi. Alors ils ont préparé des cocktails Molotov, ils se sont trompés de fenêtre, mais c'est bien à la synagogue qu'ils en voulaient. Des petits délinquants ont, je pense, imaginé qu'ils allaient devenir des héros et des Rambo si leur acte de délinquance allait s'orienter sur des synagogues contre des lieux juifs, contre des intérêts juifs. Le fait qu'ils soient restés sur les lieux après leur geste fait penser que rien n'était vraiment préparé ou commandité. Les 3 jeunes mis en examen encourent 10 ans d'emprisonnement.
Avant ces manifestations prévues dimanche prochain pour dénoncer les actes antisémites, se déroulait aujourd'hui une réunion d'urgence au Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. La préoccupation et l'inquiétude de ces familles qui craignent une montée de la violence. Yann Fronty, David Fossard. À 10h22, j'ai été insultée et poursuivie, donc je voulais juste témoigner. Ma soeur a été agressée. Il y a 21 messages depuis le début de la semaine. Certains appellent après s'être fait insulter ou agresser, d'autres pour confier leurs angoisses. C'est un simple téléphone répondeur à l'arrière de la synagogue qui fait office de numéro d'urgence. Ça nous permet de recenser tous les actes qui sont commis au quotidien contre tout un chacun, tout juif qui subit un acte, une agression anti-juive. Dans la salle des fêtes, réunion de crise. Ces représentants de la communauté juive en avaient déjà tenu de semblables il y a 2 ans lors de la seconde intifada. Autour de la table, des sensibilités diverses, mais un seul constat, la situation n'a jamais été aussi alarmante. Le frère a été agressé à la Courneuve avec les enfants, on a jeté, on a cassé les carreaux. Et plusieurs fois. L'inquiétude est devenue quotidienne, presque permanente. Le rabbin de la communauté m'a dit il ne faut plus mettre la kippa dans la rue. Ne pas pouvoir porter une kippa, c'est déjà un signe grave dans une démocratie comme celle de la France. Dimanche, ils iront tous manifester à Paris avec un seul mot d'ordre en tête, dénoncer une fois pour toutes la multiplication des agressions antisémites en France. La situation au Proche-Orient autour de la basilique de la Nativité à Bethléem, où sont toujours retranchés 200 à 300 Palestiniens. Plusieurs explosions ont été entendues ce matin dans cette ville où des ressortissants français et italiens notamment, entrés volontairement la semaine dernière comme boucliers humains, ont demandé à être évacués aujourd'hui, comme le montre ce reportage d'Alain Chalvron et de Gilles Jacquier. Il y a là 18 voitures des consulats de France, d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse. Nous sommes au checkpoint de Beit Jalla, à l'entrée de Bethléem. Il s'agit de sortir 58 ressortissants européens bloqués dans un camp palestinien. Tout a été négocié avec les Israéliens. Dernière consigne. Ce que j'ai proposé, c'est que vous ne sortez pas des véhicules, ou alors si vous sortez, vous vous mettez en sécurité. Feu vert, nous entrons à Bethléem. 2 chars par l'entrée du camp. Nouvelle négociation, par téléphone cette fois-ci. Les blindés, finalement, ouvrent la voie. L'atmosphère est particulièrement lourde ici. Les Européens sont regroupés dans un immeuble en lisière du camp, prêts à partir. Il reste des Français, s'il vous plaît. Il reste des Français. Ils sont tous venus volontairement la semaine dernière pour servir de boucliers humains, mais la plupart craquent. Les adieux sont parfois déchirants. Ce qu'on souhaite, c'est être un grain de sable qui essaye d'enrayer une mécanique infernale. Je ne suis pas contente de les voir partir parce que pour notre peuple, c'est plus sûr quand ils sont là. Non, mais attendez, vous n'allez pas rentrer à 2 là-dedans, puis point barre, hein. Vous rentrez à plusieurs. Allez, à 13h, un peu poussé par les gendarmes français, tout le monde embarque. La consul adjointe est soulagée. Pour l'instant, tout va bien. On sort nos gens et on ne s'est pas fait tirer dessus ou pas trop, donc ça va. Un peu vite dit. Alors que Madame Roussel nous explique qu'il va falloir s'arrêter dans un autre camp chercher 2 autres personnes, On a un peu le convoi, mais... les gendarmes déploient immédiatement leurs valises de protection en Kevlar pour mettre la représentante française à l'abri dans un 4x4 blindé. Pendant ce temps, la fusillade se nourrit. Apparemment, des tirs de mitrailleuses de blindés israéliens ont ricoché. Des tirs d'intimidation. Il n'y a pas eu de blessés, mais on a entendu les balles siffler. Au plan diplomatique, l'Amérique qui sort de son silence après les déclarations hier de George Bush, son émissaire, Anthony Zinni, a pu rencontrer Yasser Arafat à Ramallah. Pour autant, les opérations militaires israéliennes se poursuivent. L'action d'Ariel Sharon, largement soutenue par la population, selon des sondages publiés aujourd'hui. Charles Anderlin. Anthony Zinni, l'émissaire américain, est en route pour le QG d'Arafat à Ramallah. Quelques journalistes tentent de couvrir l'événement, mais l'armée israélienne veille. La route est barrée par un char. Et les confrères sont repoussés à l'aide de grenades. Un caméraman n'a pas de problème, il peut filmer l'arrivée de Zinni chez Arafat. Il est en uniforme, c'est le caméraman de Tzahal, de l'armée israélienne, qui a commencé à déployer ses propres équipes là où la presse étrangère est interdite.
M. Zini est reparti 1 heure plus tard, escorté par la sécurité américaine. Les agences de presse ont obtenu ces photos, les seules images de la rencontre. L'armée nous a également fourni gracieusement cette vidéo d'un laboratoire d'explosifs qu'elle a découvert à Naplouse et où étaient fabriquées les ceintures des kamikazes. Et voici, toujours filmé par un militaire, l'évacuation de prêtres catholiques d'un couvent proche de la basilique de la Nativité. Ils refusent d'accorder des interviews. Selon le dernier sondage, 72% des Israéliens soutiennent la politique d'Ariel Sharon, l'opération dans les territoires palestiniens, et cela sous tous ses aspects, y compris les limites imposées à la presse étrangère. Les officiels affirment que certains reportages portent atteinte à l'image de marque d'Israël. Voyons à présent la situation dans les pays arabes. Plusieurs manifestations de soutien au peuple palestinien se sont déroulées avec une certaine violence, comme à Amman, en Jordanie, où des milliers de manifestants ont marqué leur colère à l'égard d'Israël et des États-Unis. Des incidents ont opposé forces de l'ordre à la foule qui voulait se rendre à l'ambassade américaine. La police anti-émeute est entrée en action. Par ailleurs, en Turquie, la police a utilisé des lances à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser quelques 3000 personnes rassemblées à Istanbul après la prière du vendredi. Enfin, l'Iran propose aux pays islamistes producteurs de pétrole de suspendre pendant 1 mois, de façon symbolique, l'approvisionnement des pays occidentaux pour faire pression sur les pays qui soutiennent Israël. En France, la campagne présidentielle à Lyon, plaque tournante d'1 jour pour les candidats. D'abord hier soir, le premier discours du juge Alphen en vedette américaine du meeting de Jean-Pierre Chevènement. Reportage Arnaud Boutet, Olivier Robert. Entrer en politique, ce n'est pas toujours évident. Alors, vous êtes toujours vivant? Eh ben, j'essaie de survivre. L'ancien magistrat aimait la discrétion, le politique répond à toutes les questions. Et pour justifier son engagement, Éric Alphen, lui aussi, évoque le désir. Vous aussi, c'est le désir alors? Parce que c'est le désir pour beaucoup de candidats. Non, mais moi, c'est le désir d'aider les gens. De Jean-Pierre Chevènement, il vante l'honnêteté et le courage. Et pour le candidat, ce soutien réveille un souvenir. En écoutant Éric Alphen, j'ai le sentiment de rajeunir et de retrouver, je dirais, la fraîcheur de mon premier engagement. Premier meeting, premier discours, devant 1500 personnes, Éric Alphen va plaider pour une grande réforme de la justice et une modification du financement des partis politiques. Pour l'ancien juge, il y a urgence. Les chefs d'entreprise, lorsqu'ils en viennent aux confidences, une fois le procès-verbal d'audition terminé, ne s'en cachent pas. La corruption continue comme avant et touche tous les grands partis politiques, qu'il s'agisse des partis de droite ou des partis de gauche. Après la présidentielle, les législatives, Éric Alphen devrait être candidat. Dans quelle circonscription? Mystère. À Lyon, l'ancien magistrat aura parlé de ses convictions sans évoquer son ambition. Quant à François Bayrou et Robert Rue, chacun s'était entouré de forts soutiens pour marquer leur discours lyonnais. Le candidat à la présidentielle de l'UDF qui plus que jamais se dit sûr de sa remontée. Alix Bouillaguet et la nuque. François Bayrou en est convaincu. Si aujourd'hui les sondages frémissent en sa faveur, c'est un style qui commence à payer. C'est pas les grandes machines, c'est pas des discours avec des prompteurs et des publicitaires qui écrivent. Moi, je m'impose comme discipline de toujours improviser. Hier soir, dans une brasserie de Lyon, il est passé aux travaux pratiques. 1h30 d'improvisation, face à lui, 1 millier de personnes. Et en guest star, Raymond Barre. Si l'ancien Premier ministre ne cache pas son soutien à François Bayrou au premier tour, il n'oublie pas pour autant le second. Mon choix du premier tour ne signifie en aucun cas une opposition à Jacques Chirac. À quelques rues de là, une autre brasserie, un autre style, un autre candidat bloqué dans les sondages autour de 6%, Robert Rue. Lui non plus n'est pas venu seul, Jean-Claude Guessot l'accompagne. Direction Villeurbanne et son gymnase. Devant 2000 personnes, le candidat communiste met les points sur les i. Je veux faire une mise au point. Mon adversaire, c'est la droite. C'est quelqu'un qui s'appelle Ernest Antoine Chirac. Et c'est certainement pas Arlette Laguillet. Que ça soit clair. Ces deux candidats n'ont aujourd'hui qu'une seule obsession, la barre des 5%, la dépasser pour François Bayrou, rester au-dessus pour Robert Rue.
Lionel Jospin était aujourd'hui en Allemagne, une rencontre prévue avec le chancelier Gerhard Schröder, l'occasion également pour le Premier ministre candidat d'aller au-devant des Français installés à Berlin. Lionel Jospin qui devrait faire un discours sur l'Europe et les relations franco-allemandes dans la cathédrale française. Vous le savez, désormais, il y a 16 candidats officiels pour la course à l'Élysée, selon le dernier baromètre de la Sofres LCI Politique Opinion. Publié aujourd'hui, Jacques Chirac l'emporterait au deuxième tour avec 51% des suffrages, soit 2% de plus d'intention de vote. Quant à Lionel Jospin, il obtiendrait 49%, soit moins 2%. Les associations d'handicapés décidaient à interpeller les deux principaux candidats pour leur demander des engagements publics. Elles ont déposé au QG des candidats Chirac et Jospin des sacs de lettres contenant témoignages de soutien et 200 000 signatures d'une pétition collectée dans toute la France. 18 associations se retrouveront d'ailleurs demain sur l'esplanade des Invalides pour qu'enfin ils réussissent à se faire entendre. Ceci nous amène à ces carnets de campagne, rendez-vous quotidien de nos journaux. Cette fois-ci, précisément, ce sont des personnes handicapées qui donnent leur avis de citoyen. Christophe Duchéron, Frédéric Basile. Collectif des démocrates handicapés. Bonjour, messieurs. Merci. Avant de donner sa voix, il faut se faire entendre, malgré les regards fuyants et les passants pressés. La manifestation se déroule aux Invalides. Bonjour. Militant de base, Slavenko vit à Montreuil, avec une cause à défendre et un message à faire passer. Je regrette, et nous regrettons, parce que je peux parler au nom de beaucoup de personnes handicapées et de leurs familles, qu'on ne prononce pas une seule fois le mot handicapé sur les plateaux de télévision ou dans la presse. C'est un manque de courage. Aujourd'hui, 5 millions de personnes handicapées en France attendent des hommes politiques autre chose que des slogans. La France ensemble, une France plus juste, etc., etc. Des immeubles HLM, aux dorures du cercle républicain à Paris, où Slavenko et ses amis se réunissent de temps à autre pour faire le point. Il y a un sujet tabou, il y a une question taboue, où on pense que l'électorat, ou les hommes politiques pensent que l'électorat des personnes handicapées représente peu de choses. Ils sont tous d'accord qu'il faut faire quelque chose pour les personnes handicapées. Une question, pourquoi ne la font-ils pas ? Nous avons l'impression de vivre au Moyen-Âge. Parce que la France est tout à fait en retard pour l'accessibilité des transports en commun. Le collectif des démocrates handicapés présentait un candidat qui voulait donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Mais faute de recueillir les 500 signatures, il n'y a plus de candidat. Et une fois encore, les handicapés devront compter sur les autres, les hommes politiques. Il faut qu'ils changent de regard, il faut qu'ils nous acceptent davantage, que la peur disparaisse, mais ça viendra, je suis confiant. À l'occasion des présidentielles, l'espoir d'une vie meilleure anime sans doute chaque citoyen. Maintenant réduit à un quasi-silence, un handicapé est-il un citoyen comme les autres ? 16 candidats donc validés par le Conseil constitutionnel, un nombre record qui pose dans certaines communes le problème de l'implantation de panneaux électoraux jugés trop coûteux par les petits villages entre Débrouille et Système D, Alban Micosier. Val-Suzon en Bourgogne, 194 habitants et comme partout 16 candidats à la présidentielle, ça fait beaucoup. Ça nous fait 17 panneaux en comptant le panneau 0. T'as 9 panneaux pour 2 candidats, oui, voilà. Panneau 0 pour affichage. C'est bon. Élue maire l'an dernier, Catherine Louis doit improviser. La commune ne possède que 9 panneaux en métal galvanisé. Chaque nouvel exemplaire coûte 250 € pièce. Alors Madame le maire a pris des mesures, les candidats devront se serrer. Bon, on a installé ce matin même nos panneaux, qui sont bien sûr réglementaires, mais nos panneaux devront être divisés par 2 pour pouvoir accueillir toutes les affiches. Faut pas gâcher, comme on dit aussi dans le Limousin. À Saint-Brice, on a ressorti les bons vieux panneaux en bois des années 60. Aujourd'hui, les 36 000 maires de France ont reçu la liste officielle des candidats et l'ordre attribué à chacun par tirage au sort. En 1995, entre les bulletins et les affiches officielles, les 2 tours de la présidentielle avaient coûté 880 millions de francs de l'époque à l'État, sans parler de l'installation de panneaux dans les communes. Alors, à chacun sa solution. À Puisanval, en Normandie, pour éviter le gaspillage, on fait les panneaux sur place. Bon, à moindre frais, puisqu'on va le faire nous-mêmes, donc je vais me mettre à la peinture. Faut que ce soit fait.
Puis en Val, 25 électeurs, 16 candidats. Cette campagne électorale à la campagne prête parfois à sourire. Et puis on a appris que Loïc Le Floch-Prigent, l'ex-PDG de Elf, hospitalisé à Beyrouth, est arrivé ce soir à Paris. Il devrait comparaître en mai prochain dans le dossier Elf. La réforme universitaire annoncée par le ministre de l'Éducation aujourd'hui, de véritables changements qui prendront leur place progressivement, avec notamment l'harmonisation européenne des diplômes, Jack Lang qui souhaite créer des diplômes à crédit ou encore le transfert d'une université à l'autre ou d'un pays à l'autre. Nicolas Lemarinier. La passion de Cosmina, ce sont les langues étrangères. En Roumanie, elle prépare une maîtrise de traduction. À Rennes, elle suit des cours de langues étrangères appliquées. Mais les matières ne sont pas les mêmes. Alors, pour valider cette parenthèse française dans son pays d'origine, il y a le système des crédits. Chaque matière vaut un certain nombre de crédits, valables dans toute l'Europe. Traduction spécialisée technique, c'est un cours important. Il a 4 crédits, je pense. Traduction commerciale, encore 2 crédits. Il ne reste qu'à composer le menu pour valider une année. Au total, il me faut 30. Et oui, j'ai réussi à rassembler assez de cours pour faire 30 crédits. Le système qui existe déjà à Rennes va se généraliser à la rentrée. Une licence représentera par exemple 180 crédits en France comme en Roumanie. Ce seront les premiers pas d'un cursus universitaire européen. Pour l'instant, le titre par exemple de licence peut être dispensé en France au bout de 3 années de formation, dans certains pays de l'Est au bout de 4 années. Donc il n'y a pas de... Le titre même ne signifie pas un temps d'études équivalent. Un nouveau diplôme va également faire son apparition, le Master, un Bac+5 qui vaudra 300 crédits et qui sera le même dans toutes les universités d'Europe. Quand l'administration est trop prudente, depuis 2 ans, les autorités sanitaires françaises bloquent l'autorisation d'un nouveau procédé de lutte contre la légionellose. La maladie fait pourtant plus de 100 morts chaque année et des centaines de malades. Romuald Bonan, Éric Mézy. La légionnelle, cette bactérie redoutable se cache dans les réseaux d'eau chaude, les climatisations, les fontaines publiques. En France, l'an passé, elle a rendu malade 600 personnes, 110 n'ont pas survécu. Pour la combattre, Pierre-Olivier Josse dispose d'une nouvelle arme, nom de code, ionisation cuivre-argent. En clair, un courant électrique permet de dissoudre d'infimes particules de cuivre et d'argent dans les canalisations, des particules mortelles pour les bactéries. Un système simple et peu coûteux, utilisé ici à Monaco, mais aussi partout en Europe et en Amérique du Nord. Seulement voilà, l'administration française, elle, refuse de l'autoriser. On s'aperçoit que c'est quand même le seul pays au monde qui n'a pas agréé cette technologie. Quelque part, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Motif des autorités sanitaires, ce procédé n'est pas conforme à une réglementation qui impose une certaine teneur en argent dans l'eau. Une limite que la loi européenne ne mentionne même pas. Face au risque pour la santé, en France, des entreprises, des hôpitaux, des municipalités préfèrent se mettre hors la loi. C'est le cas ici à Rueil-Malmaison. Il y a 1 an, ce complexe sportif a été équipé du système après une épidémie de légionellose. Décision immédiate a été prise d'un traitement par chlore qui, au bout de 8 jours, ne nous donnait pas satisfaction. Nous avons donc installé cet appareil qui permet l'ionisation de l'eau et qui nous donne entière satisfaction. Notre souci, cet appareil n'est pas autorisé en France. Si l'administration persiste et signe, de leur côté, les familles de victimes mettent en garde les autorités sanitaires. Tous les morts qui vont arriver, faute d'avoir utilisé ce procédé, pourraient demain se retourner contre eux. Pendant ce temps, les contaminations se multiplient. Il y a 15 jours, 3 personnes sont mortes à Nice, accusées l'eau des fontaines. Le grand jour demain pour le 15 de France, la dernière marche vers le Grand Chelem, si les tricolores l'emportent sur l'Irlande. Le match sera retransmis en direct bien sûr sur France 2. À moins de 24 heures de la rencontre, coup de projecteur sur Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, décrié au départ et désormais encensé par les joueurs. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Finalement, c'était une semaine comme les autres. C'était la farandole du verbe et du rugby. Le pourquoi du comment, le discours de la méthode. Armé d'un organe vocal de compétition, chez Bernard Laporte, la parole est d'or, le silence d'argent et les coups de gueule aussi fréquents que la pluie en Bretagne. Il faut remarquer de suite après ça, c'est la fiesta. Mais il faut remarquer, il faut serrer les boulons au milieu, pour attaquer les mêlées, c'est tout. Il sait gueuler, il sait faire des compliments, il sait faire des analyses. Pour ce qui est de la gestuelle, avec Bernard Laporte, on est sans conteste dans le registre de la comédie à la française, plus proche de Louis de Funès que de Louis Jouvet.
Des fois, il s'emporte un petit peu, mais c'est moi, je connais peu de personnes encore de cette qualité-là. Faut monter les tamponner, on va pas les atteindre. Je vais plus les chercher, on reste là, ouais. Ancien joueur de rugby, ancien champion de France avec Bègle Bordeaux et tout jeune entraîneur, 38 ans seulement, Laporte vit désormais les matchs par procuration, en un curieux mélange de frustration, de douleur parfois et de joie fugitive. C'est un peu comme les grands metteurs en scène, quand ils ne sont pas contents de la production de leurs acteurs, soit ils les orientent, soit ils les subissent. Pas faire de faute, mettre du rythme, respecter, pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute. Le reste, c'est le faire. Rien, pas une passe. On leur a donné 12 points, ils n'ont pas fait une passe. Pas une. On a rien fait. C'est pas comme ça que je champion du monde, les mecs. C'est pas comme ça. Bernard Laporte est quand même bien davantage qu'un entraîneur qui donne de la voix. Il est perfectionniste et ambitieux. Après 2 dernières saisons difficiles, le 15 de France reste depuis le mois de juin sur 7 victoires consécutives. Un 8e succès demain face à l'Irlande et ce sera le grand chelem. Alors avec les Bleus, Bernard Laporte pourra crier tout son bonheur. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, élection 2002 face à la rédaction qui reçoit Bruno Maigret ce soir. Demain, 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra la chanteuse Djura. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2 et nous nous quittons sur ces images de l'ouverture du 18e Salon de la musique Musicorama à Paris.